Internet, bonjour. Allô? Oui, coucou. Allô? Ça fonctionne? Normalement, ça fonctionne. Dites-nous si vous nous entendez bien, dites-nous si les niveaux sonores ça va. Rapport que bien évidemment, je n'ai pas de casque et je n'ai fait aucun test son avant de lancer ce live. C'est vrai qu'on s'est installé, on a pris les micros, puis let's go. Ouais, on est là, petit jus de pomme, petite limonade. Bonjour, bon samedi tout le monde, c'est Midish et nous sommes là pour parler de The Boys saison 4, épisode 4, avec Luma. On va essayer d'être un peu tight parce qu'on a un gros programme cet après-midi. On a JDR. C'est très important de jouer à Donjons et Dragons aussi. Oui, je me jette, comme on dit, je déteste ce néologisme français, mais je respecte les gens qui... Ah, pour dire que tu fais le MJ, ouais, tu me jettes. jettes. On dit je me jette. Donc je me jette. C'est bizarre. Un kit d'initiation à Donjons et Dragons depuis, je pense, une bonne année. Ça fait 1 an, mais on a fait genre 5 parties, je crois. Ouais, voilà. On n'a pas fini exactement dans une merveilleuse aventure qui comprend Luma, ce Chernodius qui d'ailleurs vous a mis un sondage très important sur le chat, ainsi que 2 bons copains. Le sondage, Luma, nous feras-tu le plaisir de le lire? J'allais te poser la question, est-ce que je peux lire le sondage? Oh, ben avec joie. Est-ce que vous préférez le laser dans le sgoogie? C'est important, c'est pour Twitch, on dit sgoogie. La lobotomie ou un date avec le poulpe? Je suis ravie car le poulpe est en tête. Big up à Tilda Swinton qui nous a beaucoup manqué cet épisode et qui double le partenaire de The Deep. Qui a un nom, mais Ambroise ou Ambrosia, Ambrosius, un truc je comme crois. ça, Ambrosius, un nom comme ça. Et j'aime bien parce que dans cette saison, on nous rappelle régulièrement que The Deep s'appelle Kevin. Oui. Et en vrai, désolé à tous les Kevin, mais ça lui va bien. Ça lui va bien. Ok, si jamais vous débarquez, petite intro, déjà bienvenue Luma, merci d'être là. Merci de m'accueillir en plus chez toi pour notre Plaisir. épisode sur place. Tout à fait. Donc, pour rappel, tu es passionné de The Boys et de Supernatural, la série précédente du showrunner Eric Kripke. Tu es venu pour se débriefer les 3 premiers épisodes de cette saison 4 et parler de nos attentes. Si des gens veulent le rattraper, prendre un snack, se faire un café, s'installer, ça dure 3h49. Mais à notre décharge, on avait 3 épisodes d'1 heure à débriefer. Oui. Ça va être plus court aujourd'hui, a priori on a qu'un seul épisode, quoique il se passe des bails. Ce live est... Moi je suis Mimi Hegel, passionnée de pop culture notamment, et je parle sur cette chaîne de séries télé. D'ailleurs le mardi soir on parle de House of the Dragon avec Tequila Tex. Le samedi, midi, après-midi, ça dépend des jours, on parle de The Boys avec Luma. Et bientôt, la semaine prochaine, je pense, on parlera de The Bear avec Fabrice Florent, puisque The Bear revient sur Disney+ pour une saison 3. J'ai hâte. Ces lives sont disponibles en replay sur mon Patreon immédiatement après leur sortie et il faut attendre quelques jours pour qu'ils soient dispo en public, à savoir il le sera mardi. Et d'ailleurs, merci beaucoup à mes mécènes sur Patreon. J'ai décidé d'en shout-out quelques-uns à chaque live maintenant. Donc merci à Olivia, Jade, Carole, Oriane, Elodie et Gabriel pour leur soutien. Je vous mets le lien dans le chat. N'hésitez pas, c'est comme ça que je gagne ma vie, je suis indépendante. Et de plus... c'est plus rentable pour moi et plus intéressant qu'un sub Twitch. Si jamais vous hésitez, parce que Twitch prend 75% des subs. Alors on aime Amazon parce qu'ils nous produisent des séries comme The Boys, mais ils en ont assez de l'argent, donc donnez directement aux créateurs. Ils se font pas chier globalement en termes de pourcentage, donc n'hésitez pas si vous voulez me soutenir sur Patreon. En plus, vous avez du contenu exclusif ou en avant-première, donc c'est bonus. Il y a Mr. Pink qui me demande est-ce que tu as fait un débrief de Masters of the Air? Non, j'ai tout regardé Masters of the Air avec mon bon copain Jules qui est passionné de Seconde Guerre mondiale. Genre, le gars il voit n'importe quelle scène, il est là, ok, le flingue c'est ça, l'avion c'est ça, machin et c'est tout. Spitfire 462. Grave. Non, mais en vrai, c'est pas exactement le bon écusson qu'ils ont et tout. J'ai bien aimé, mais je dirais pas assez pour vraiment vous en parler pendant 3 heures. C'était sympa, mais ça vaut pas Band of Brothers et The Pacific. On va pas se mentir, qui sont les 2 autres séries dans la même saga, Seconde Guerre mondiale par Spielberg, voilà, il faut sauver le soldat Ryan, tout ça. C'est parti pour The Boys, saison 4, épisode 4, Wisdom of the Ages, spoiler alert. Oui. On va bien évidemment spoiler tout l'épisode ainsi que tout ce qui s'est passé avant dans The Boys, mais aussi dans Gen V, qui peut venir dans la discussion, donc le spin-off de The Boys paru plus tôt. Que j'ai terminé de remater, parce que la semaine dernière, il me manquait 2 épisodes, et du coup, une confirmation d'un truc qu'on avait dit à propos d'un personnage, on pourra revenir dessus, mais c'est bon, je suis à nouveau à jour, bien frais dans la tête sur Gen V aussi. Bravo à Luma qui fait plus ses devoirs que moi, puisque clairement j'ai pas rematé Gen V, mais j'ai maté des vidéos genre tout récap total de The Boys avant la saison 4, donc finalement j'ai révisé. Ok, l'épisode précédent se terminait notamment sur
Homelander et son reflet très Gollum-like il se parle à lui-même. Et, il a 3 facettes de lui. Il y a celui qui a pitié de lui, qui est gentil, celui qui l'insulte parce que arrête d'être un fragile, et une 3e facette. Oui, il a un peu genre de petit ange et de petit démon de chaque côté. Oui. Et il y en a un 3e qui est au-dessus. Je trouve ça intéressant qu'en plus dans le montage du miroir, il soit au-dessus parce que c'est vraiment la lui qui Trinité. Ouais, voilà. Il y a un côté où c'est vraiment lui qui lui dit arrête d'écouter et fais ça. Et c'est vraiment la petite voix dans la tête d'Homelander qu'on n'a pas très la on n'est pas petite très voix sûr d'avoir Zanzou. Ouais, on n'est pas sûr d'avoir envie qu'il la suive, mais elle est bien là et elle parle plus fort que les autres. Oui, parce que c'est cette voix qui l'encourage à se sacrifier totalement sa part d'humanité qui lui reste, et notamment ce besoin d'amour et il est en pleine d'affection. introspection. Déjà que Homelander, quand il essaye d'être aimé par les gens, c'est compliqué. S'il décide qu'il en a plus rien à foutre, on va le voir. Ça risque d'être une bonne saison pour Homelander. Et donc cette petite voix lui disait, il faut que tu reviennes là où tout a commencé, il faut que tu reviennes à la maison. On va donc commencer ce débrief par l'arc Homelander au labo. Voilà, il revient là où il a grandi avec un gâteau, c'est sympa. Pour la petite équipe de scientifiques qui travaille là. Fudge the Whale, un joli gâteau au chocolat pour effectivement aller saluer. Alors, il ne connaît pas tout le monde puisque ça doit faire entre 20 et 25 ans, je pense, qu'il n'est pas redescendu. Au bout d'un moment, on a sur un mur une frise qui permettait de... ils ont contrôlé quelle taille. D'ailleurs, c'est marrant qu'ils l'aient gardé après tout ce temps, cette frise sur le mur. Et on voit le dernier compte étant, je crois qu'il a 16 ou 17 ans, un truc comme ça. Donc ça fait plus de 20 ans qu'Homelander n'est pas retourné dans ce fameux labo. Tout à fait. Oui, parce qu'il a la quarantaine. Enfin, l'acteur, c'est sûr, mais le personnage aussi. Le personnage a un peu plus de 40, ouais. Donc il est bien dans sa crise de la quarantaine, comme il faut là. Ah là, il va tout plaquer, acheter une moto et sortir avec une meuf de 19 ans. Let's go. Et là, du coup, il retrouve certains qui étaient déjà là au moment du lancement de... D'ailleurs, si tu n'as pas remarqué, ça s'appelait le projet Odessa. Le projet tout autour de Homelander, on le voit, tu as un plan au début où tu vois des papiers. Lorsqu'on arrive dans le labo et tu as papier projet Odessa avec le nom de Barbara Findler ou un nom comme ça. Qui est la chef de l'expérience qu'on finit par qui arrive à la fin de l'épisode, effectivement, qui est la dernière, la plus haut gradée maintenant, parce que maintenant elle est directrice de ce fameux programme qui n'a pas été abandonnée. Girl boss un peu, hein. Girl boss, effectivement. Bravo, il n'y a pas de plafond de verre chez Vought. Les femmes peuvent aussi accéder à des postes de pouvoir. Et on pourra en revenir, mais moi du coup je me suis posé la question de quel est leur rôle actuellement maintenant qu'Homelander n'est plus dans ce labo. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Est-ce qu'ils ont d'autres projets en cours qui ne seraient pas des Odessa 2, Odessa 3? Je ne sais pas, je spécule déjà. Je crois qu'on les voit, enfin ils ont du Temp V, je crois qu'on voit des fioles vertes, donc peut-être qu'ils produisent du sérum temporaire, mais on voit qu'effectivement la cellule entre guillemets où Homelander a grandi, maintenant c'est un genre de débarras où il n'y a pas d'autres personnes sur laquelle ils expérimentent en continu a priori. C'est ça. Et du coup à l'époque, Homelander est donc enfermé dans cette cellule, principalement contrôlée par Vogelbaum, qu'on se rappelle, on avait déjà vu dans des saisons précédentes, le fameux témoin clé qui avait été explosé par Newman dans la saison 2, si je dis pas de bêtises. Avant qu'on sache que c'était Newman. Avant qu'on sache que c'était Newman, le head popper. On n'a jamais vu ce pouvoir. Et du coup, Vogelbaum s'est fait. C'était vraiment la figure paternelle de Homelander, ça il faut comprendre. C'est pour ça que je ramène ce personnage, même si là on va plus le voir vu qu'il est mort depuis un moment. Mais dans ses souvenirs de cet endroit, de ce laboratoire pour Homelander, Vogelbaum c'était sa figure paternelle. Mais il y en avait d'autres autour qu'on apprend rapidement à connaître, parce que on arrive en fait dans une situation, moi je trouve, de prise d'otage. Ah bah très clairement. C'est-à-dire qu'au moment où l'ascenseur s'ouvre sur Homelander, nous, en tant que public, en tout cas, je sais que personne ne sortira de là vivant. Je sais pas à quel point, notamment les plus jeunes scientifiques qui n'étaient pas là quand Homelander, qui n'ont pas eux torturé Homelander, à quel moment ils comprennent que vraiment ils vont pas sortir de là. Ça va pas le faire, c'est pas leur super-héros qui vient. Personne n'essaye de s'enfuir ni rien, mais ils croient un petit peu au début. Je crois qu'ils peuvent pas parce que les caméras de surveillance sont coupées. J'imagine qu'ils contrôlent l'accès à l'ascenseur. J'imagine qu'il a peut-être même coupé les lignes de communication. Enfin, oui, et puis de toute façon, il a une super ouïe, etc. Tu peux pas t'enfuir sans que Homelander te crame, sauf s'il est très concentré sur autre chose ou qu'il veut te laisser partir. Là, il a un petit planning. Il veut reconnecter avec son passé et les gens qui l'ont élevé. Et ça commence avec Frank. Oui, Frank, qui en soi, je trouve, il fait pas trop d'efforts pour essayer de survivre. Tu vois, il est pas spécialement sympa avec Homelander. Je pense qu'il est lucide quand même. Peut-être, il y a une forme de défaitisme. Ouais. Il a accepté son destin. Et alors,
quel était le rôle de Frank et qu'est-ce que Homelander lui propose de faire pour ses retrouvailles? Alors, il n'avait pas tellement de rôle décisionnaire de ce que je me souviens à l'époque et même aujourd'hui dans ce laboratoire. Il faisait juste qu'on lui demandait de faire. Et l'aspect extrêmement cruel, c'est que Homelander a des souvenirs très précis autour de Frank, notamment le fait de, quand il s'emmerdait, il jetait des papiers dans la poubelle en mode basketball de loin. Et quand Homelander lui rappelle cette anecdote, Frank n'a absolument aucun souvenir. Donc il y a l'aspect extrêmement cruel de ces choses qui ont marqué l'enfance et l'adolescence de Homelander. Pour les personnes qui travaillaient là, c'était un lundi. Comme dit Frank, moi je faisais juste mon travail. Ce qui est bon, il y a 2-3 personnes qui ont essayé d'utiliser ça, je ne faisais qu'obéir aux ordres. Ça marche pour être des tortionnaires. Non, ça ne marche pas, désolé. Voilà. Historiquement, on a décidé que ça ne marchait pas. Mais voilà, Frank il s'excuse pas vraiment ni rien. Et il participe avec Homelander à un petit concours du coup de basketball de boulettes de papier. C'est ludique. Ouais, et c'est là où on comprend que Homelander, c'est vraiment le chat qui a piégé la souris. Et là, on entre dans un côté, ok, ça va être sadique. Anthony Starr, il donne tout dans cet épisode. Il est là. Le marketing autour de The Boys, il avait teasé, notamment il y avait eu des interviews de Eric Kripke qui disait Anthony Starr dans l'épisode 4, il a atteint un niveau qu'on n'a jamais vu avant, sachant qu'il est quand même déjà clairement au-dessus de tout le monde dans The Boys. Et là, le niveau de zinzinerie, tout est dans les micro-expressions de quand il fronce les sourcils, quand tu vois très bien que il a son idée en tête, là. Quand il est bien crispé, mais il garde ce sourire très très froid. Terrifiant, on dirait un requin. Ouais, oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais je trouve que tout est dans des micros, genre tu sais, de plissement de l'œil, des choses comme ça, que Anthony Starr fait très très bien. La petite paupière qui tremble, t'es là. Ouais. Ah, Frank, désolé, Frank, c'est pas ta journée. Et on comprend très bien que Homelander, il a tout planifié dans sa tête. Il sait très bien ce qu'il fait. Et du coup, il reprend le jeu de on va jeter des papiers, on va faire un petit concours de mini basket poubelle avec Frank jusqu'à faire vivre à Frank ce que veut. Frank, on lui avait donné l'ordre de faire, donc parmi les expérimentations, il y a un four, sorte de four crématoire dans ce laboratoire qui leur a servi à l'époque du coup de tester est-ce que Homelander peut survivre au feu, à des températures extrêmement élevées, est-ce qu'il est capable de brûler et tout ça. On comprend qu'ils ont fait plein d'expérimentations pour tester sa solidité et le fait que c'est le plus costaud des sups. On l'avait déjà vu dans les saisons précédentes qu'il n'a pas eu une enfance très normale. Mais là, il nous raconte un peu plus, notamment le fait que quand bien même son corps résistait, en fait, il sentait quand même la douleur et le trauma, bien sûr, mais il sentait tout, juste il résistait, mais c'était pas un plaisir non plus. Merci beaucoup Lollipoppy pour le resub, 17e mois, incroyable. Wow. Incroyable. On dirait les gens qui comptent les bébés, tu sais. Mon bébé, il a 37 mois. Non, 17 mois de sub, trop bien. Et donc Frank est le premier à passer à la casserole, littéralement. Il est en mode pyrolyse, Frank. Frank en mode pyrolyse. Et à partir de là, il y a un step qui est passé. Tout le monde a compris le message. Il y a un plan. Plus personne a très envie de gâteau. Ouais, il y a un plan, il y a un contre-champ sur 2 meufs qui sont plus jeunes en plus. Donc on comprend qu'elles n'étaient pas là à l'époque. Elles sont vraiment là en mode... Elles sont là avec leur petite assiette et leur part de gâteau, genre un peu choquées. Et celui qui a la goutte qui tombe, c'est Marty, qui est maintenant sous-directeur de ce laboratoire, qui était déjà là au moment des expérimentations sur John. Et oui, on remarquera que Marty est celui qui passe son temps à l'appeler John, et Homelander le reprend en mode genre non, c'est Homelander maintenant. Puisqu'il ne veut plus être un humain, et on voit d'ailleurs sur la fameuse... toise où il marquait sa taille. Les 2 derniers, je crois, il y avait marqué John, donc à 15 ans et 16 ans, et c'est barré, il a remplacé par Homelander. C'est déjà le moment où il a arrêté. The Homelander à l'époque, et ça a été rebrandé Homelander à un moment quand il est arrivé. Exactement. Ils ont enlevé le The au bout d'un moment. Et je crois que c'est Stillwell qui lui avait fait dropper ça. Possible. À l'époque, juste avant qu'il rentre chez les Seven ou au début chez les Seven. Enfin bref. Mais oui, on voit qu'il est passé par plusieurs étapes de branding, comme on dit dans le marketing. Oui, on voit des early sketchs de ses potentiels costumes qui au final sont assez similaires à celui qu'il a, sauf qu'il lui proposait des capes de différentes couleurs, et on a vu dans The Boys que c'est lui qui a eu l'idée de la cape drapeau américain qu'il avait proposé à Stillwell. Donc bravo à lui pour prendre en main son propre marketing au bout d'un moment. C'est ça, mais du coup il y a un esprit créatif. Je trouve qu'il y a l'aspect vicieux où maintenant il demande à ce qu'on appelle Homelander, mais on sait que ce nom il a quand même été
fait. Il a été marketé au bout d'un moment, ce nom. Enfin, il a vraiment... Son prénom, il le rejette, parce qu'en plus, c'est vraiment le prénom le plus basique du monde. C'est genre John Doe, quoi. Enfin, voilà. Je crois qu'il a un nom de famille, mais je suis pas sûre que... Je me rappelle plus, je l'ai pas noté. Si vous l'avez sur le chat, si vous voulez bien faire une petite recherche, est-ce qu'on connaît le nom de famille de Homelander ? Ça m'intrigue. Mais je l'ai vu passer dans un article. J'ai oublié de noter parce que j'ai pas fait mes devoirs à 100%. Tu as fait très bien. Mais voilà, il y a tout un aspect de non-identité, même dans celle qu'il essaye de s'attribuer en fait. Oui, il veut plus être autre chose que Homelander. Ouais. Il veut plus être autre chose que le symbole et ce truc de surhumain quoi. Mais même le symbole, lui, il est d'une autre espèce quoi. Le symbole de héros qui avait été créé par vote, il a plus de sens maintenant. C'est un autre type de héros quoi, qui lasérise des gens en pleine rue et qui est acquitté, hein, rappelons-le, par cette belle justice américaine. Effectivement. Et donc Marty, lui... Marty, c'est chaud. Un traitement très spécifique, encore une fois. C'est personnel. Hein. C'est très bien. On voit le côté sadique de Homelander, parce que on rentre dans les détails. Oui, bien sûr. Et honnêtement, c'est pour moi une des scènes les plus dures à regarder de To The Boys, alors qu'elle n'est pas si gore par rapport à d'autres choses qu'on a vues. Ni graphique. Mais le côté, l'implication émotionnelle et cette humiliation publique, en plus en sachant que ça va pas bien finir pour Marty. Oui. Terrible. Parce que donc, Homelander nous explique à l'adolescence, comme tout garçon et toute fille, eh bien, c'est les hormones, la puberté, parfois on a envie de se toucher la nouille tranquillement. Le problème, c'est qu'il est surveillé perpétuellement, notamment par Marty, qui apparemment était peut-être moins décisionnaire. Plus gardien, voilà quoi. Voilà, c'est son gardien de prison. Et parfois, une fois par jour, Marty faisait une petite ronde, ce qui laissait à Homelander le temps de se toucher la nouille rapidement. Et une fois, il n'a pas eu le temps de finir avant que Marty revienne, et du coup Marty s'est foutu de sa gueule en lui donnant un petit surnom de squirt, qui veut dire genre éclaboussure, giclure. Ouais, gicleur, voilà. Donc eh bien c'est certes traumatisant. T'es là à l'adolescence, ton corps change, il se passe des choses, tu comprends pas trop. Homelander dit c'est le seul moment de la journée où j'avais des sensations positives en fait, parce que c'est la merde. Je pense que c'est le seul moment où il se sentait un peu humain. Enfin c'est triste, oui. Mais si on veut essayer de prendre ça du point de vue de Homelander, c'était le seul moment de la journée où il avait des sentiments, des réactions naturelles et humaines en fait par rapport à tout ce qu'il subissait quoi. Bien parce que clairement personne lui fait du bien. Et donc Marty lui a enlevé même ça. Comment est-ce qu'Homelander décide de lui rendre la monnaie de sa pièce ? Eh ben, il demande tout simplement à Marty de baisser son froc devant l'assemblée du coup des scientifiques qui sont là, alors qu'il vient de tuer Frank. Hein, on rappelle, ça se passe après pendant ce la temps, crémation de Frank. Est encore fumant. On est en mode barbecue du 15 juillet. Il demande simplement à Marty de baisser son froc et de commencer à se masturber devant l'assemblée, ce qui marche très très mal quand on est menacé de mort par Homelander et qu'on est observé. Donc compliqué de bander dans ces conditions, on va pas se mentir. Il y a des gens, je pense, ils seraient là. Un peu kinky, pas très très peu kinky pour Marty, et donc effectivement la sauce ne prend pas. Homelander rigole et il encourage tout le monde à se moquer, il demande applaudissez-le, enfin voilà, ça dure, c'est un cirque, ça dure juste ce qu'il faut de longtemps pour que ce soit gênant, cringe et cruel à la fois. Et tous les contre-champs, on n'a pas de plan un peu gratos sur le pénis pour rigoler. On en avait parlé dans le débrief des 3 premiers épisodes où, alors je suis très pour la parité dans la nudité à l'écran, mais dans The Boys il y a vraiment beaucoup de gags qui sont un peu toujours tournés comme une blague. Là on ne voit pas, et tant mieux. Il n'y a pas de plan graphique, on est focalisé sur le visage de Marty et le visage de Homelander, et c'est limite pire quoi. Oui, en fait les plans intéressants dans cette séquence là, c'est pas sur Marty, c'est des plans sur Homelander et le malin plaisir, la cruauté et de c'est, pour moi tu sens qu'il a snap. Il y a un truc de il a passé encore un cap dans la folie et l'inhumanité, et je pense pas qu'il y a beaucoup de retours en arrière possible. Là il y a un point de non-retour qui s'est fait et je pense qu'il avait besoin de faire ce point de non-retour dans ce laboratoire. Il a littéralement tué le père, tué la mère, c'est comme ça qu'on devient un homme. Il aurait pu aller en thérapie. Les hommes préfèrent littéralement massacrer un labo de scientifiques qu'aller en thérapie. En même temps, j'aimerais pas être la psy de Homelander. Je pense que tu serres les fesses pendant toute la session. T'es pas bien. Mais bon, Homelander abrège les souffrances de Marty et le laserise dans le zgoogie, comme on l'a dit sur ça traverse.
Ça traverse. Il y a, du coup, il y a un plan de dos où on voit Homelander à travers le trou laissé. Enfin, voilà quoi. Vous voyez l'idée quoi. Vous imaginez un monsieur debout avec un trou au milieu, c'est ça quoi. Et on voit Homelander tout sourire de l'autre côté. De la crèche. Il est absolument ravi. Et arrive après ça le dernier personnage qui est du coup Barbara Findler ou Findlay, un nom comme ça, qui est maintenant directrice du laboratoire, qui est la big boss de ce lieu. Et avec d'ailleurs, quand Homelander est arrivé et qu'elle n'était pas là, enfin il a dit elle est où Barbara, et ils lui ont dit elle est pas au bureau aujourd'hui, il lui a dit il leur a dit faites-la venir. C'est comme une réunion de famille. Lui il savait, il avait une liste comme Arya Stark et elle était dedans. Oh que oui. Et bizarrement ce personnage-là ne meurt pas. C'est le seul qu'il va laisser en vie, mais on est sur peut-être ce qui est de plus proche d'une thérapie avec un psy, là, parce qu'il discute avec Barbara, et il la force à aller discuter dans The Bad Room, qui était la pièce dans laquelle il était enfermé. Quasiment. Quand on n'expérimentait pas sur lui, il était enfermé dans cette pièce qui est très cellule capitonnée, il n'y a pas de distraction, c'est vraiment... on comprend quand même comment il est devenu comme ça quoi. Il est pas parti avec les meilleures chances dans la vie. C'est ça. Ils auraient pu, tu vois, lui donner un Rubik's Cube ou une Game Boy. Rien. Je pense pas qu'il avait. Non, il avait sa bite et c'est littéralement sa bite et son couteau, c'est tout. Et en fait, on apprend le truc le plus intéressant qui est l'élément clé en fait vis-à-vis de Homelander là-dessus, c'est que sa personnalité a été préfabriquée. Barbara lui apprend qu'ils avaient du coup, en plus des scientifiques de ce laboratoire qui étaient là pour le surveiller et tester ses pouvoirs, ils avaient fait venir plein de psychologues très réputés. Bravo les psys. Préfabriqués pour contrôler en fait et implémenter de manière engrainée au plus profond de son esprit ce besoin d'avoir de la reconnaissance, ce besoin d'avoir des félicitations des personnes qui sont autour de lui, et du coup ce besoin d'amour qu'il a toujours maintenant à l'âge adulte. Et qui est insatiable parce que dès que quelqu'un l'aime, en fait il sait jamais si c'est de l'amour ou de la peur parce qu'il peut tuer à peu près n'importe qui littéralement d'un coup d'œil et de toute façon il est incapable d'être vulnérable, donc il finit par tuer tous les gens que lui il aime ou qui eux l'aiment, comme Madeleine Stilwell, comme Stormfront, etc. Il est pas capable d'être vulnérable, et perso, je suis pas sûre que ce soit une bonne nouvelle pour Ryan cet épisode. Oui. Je sais pas comment papa il va revenir à la maison, mais bon, on verra dans le 5. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit en plus, du coup, dans ce que je disais, la préfabrication même de la figure de Homelander, qui s'appelait The Homelander au début, mais on voit que toutes les étapes ont été maîtrisées, contrôlées très minutieusement par les équipes de vote. C'est qu'il disait que ça a permis de rendre Homelander obéissant. C'est ce dont ils avaient besoin, parce qu'il y a une image qui, alors du coup, n'est pas visualisée, mais on nous l'explique. Quand il est né, Homelander a littéralement rompu sa mère et en sortant. Oui, en mode alien. En mode alien. Et non, même en tant que bébé, il s'est mis à voler, à flotter dans les airs. Cordon ombilical toujours attaché. Franchement, angoisse. Angoisse. Sage-femme, t'es là. Non, ça, on a vu des pires images dans les films d'horreur. Et je crois qu'il a même tué des médecins qui étaient là. Enfin, voilà. Et dans le comics, il y a une planche où le bébé Homelander effectivement sort, éventre sa mère, et Lazerise déjà le rayon laser. J'ai vraiment une image du coup du nouveau-né entièrement ensanglanté parce que une naissance, et en plus une naissance violente, et les yeux rouges. Moi je le vois forcément avec ses yeux rouges prêts à laseriser toute la fin. Horrible, image absolument horrible, et donc tout le monde s'était mis à le craindre. Avec son côté biblique, tu vois, pour lui il est divin, il est au-dessus de l'humanité, mais il y a aussi un côté antéchrist, tu vois, on dirait vraiment la naissance du diable, ce truc de bébé ensanglanté qui tue tout le monde. C'est intéressant parce qu'il y a toujours ce truc de si on fait le comparatif avec l'univers des comics de manière générale, Homelander est toujours comparé à Superman, mais le bad Superman. Parce qu'on sait que du coup Kal-El, quand il est arrivé sur Terre, il est arrivé chez Je l'appelle par son petit nom. Oui, parce qu'il est Kal-El est arrivé chez les Kent, et du coup il a eu un papa, une maman, il est allé à l'école, il a eu un papa, une maman, c'est bien ce qu'il faut à un enfant pour s'épanouir. Non, il a eu une famille, il a eu une famille, il a eu ce dont il avait besoin pour se construire, ce que n'a jamais eu Homelander. Et il a été encouragé à être humain, à être empathique, etc. Alors que c'est littéralement un alien. Là où Homelander, son drame, c'est que finalement c'est un humain. On l'a privé de tout ça. Ouais, mais en fait, la déshumanisation d'Homelander, elle s'est faite le jour de sa naissance. Oui, c'était toujours un projet et une arme, ça n'a jamais été une personne.
tout le monde a pris peur de ce bébé absolument horrible parce qu'on a tous l'image en tête et au secours. Après, c'est eux qui l'ont créé, wesh. C'est pas de sa faute, tu vois, s'il est né avec des... Enfin, ils auraient dû s'en douter. Il est trop jeune pour contrôler. Ils auraient peut-être dû s'en douter qu'effectivement, par insémination artificielle, ça allait peut-être mal se passer. Oui. Mais voilà, et du coup, ils avaient besoin de rendre ce bébé obéissant. Parce qu'ils avaient peur de ses pouvoirs et donc ils ont implémenté ce besoin ce besoin d'être aimé, ce besoin d'avoir de la reconnaissance, ce besoin de... Oui, parce qu'en soi, il aurait pu tous les laseriser à n'importe quel moment. Elle dit, Barbara, que dès son plus jeune âge, dès sa naissance littéralement, Homelander était plus puissant et il aurait pu sortir. Donc ils l'ont fait rester non pas en l'enfermant, juste en l'enfermant, mais en lui donnant le besoin d'être avec eux et d'être validé par eux et en lui faisant croire que c'était ça la normalité et que c'était ça la vie. Et donc le voici maintenant. Retrouvailles avec Barbara dans la bad room. Donc Barbara ne meurt pas. Bravo Barbara, un bon jeudi pour toi. Je trouve ça intéressant qu'il tue pas Barbara. Ouais, mais c'est pas non plus un bon jeudi pour Barbara puisque il l'enferme dans la bad room avec tous les cadavres en morceaux de tous les gens, scientifiques qui étaient présents. Yes. À part Frank, qui rappelons-le. Non, lui il est encore en train de fumer dans le barbecue. Peut-être que tu vois, en vrai. Il y a un côté, peut-être que Frank... il s'en est pas trop mal tiré. Tu vois, par rapport à... Au moins, il l'a peu vu venir, ça a brûlé très vite. Ah, bon. Il a vu venir. Dès que Homelander lui a dit va dans le four, Frank, il savait très bien ce qui allait se passer. C'était le dernier à mourir. T'as vraiment vu tous les autres trucs avant. T'es là, putain, c'est long. Je sens que ça va être mon tour. Marty, on l'a pas dit, mais Homelander achève ses souffrances en lui crunchant le crâne au moment où Barbara arrive, parce qu'elle lui dit, sors-le de ça. Enfin, mets fin à ses souffrances. Et donc il découpe tout le monde et il enferme Barbara dans la badroom avec les morceaux de tout le monde et il laserise la porte pour qu'elle soit soudée. Donc elle n'est pas morte. Je pense qu'elle va pas mourir parce qu'à mon avis, c'est un bureau, tu vois. À mon avis, il va y avoir quelqu'un qui passe avant qu'elle meure de faim et de soif. Mais elle a un bon moment à passer à contempler des bouts de gens en réfléchissant à comment elle a élevé ce gosse. Hein, ouais, les décisions qu'elle a prises, est-ce que c'était les bonnes? Not very Françoise Dolto, hein. Not very Montessori. Mais je trouve ça intéressant qu'il laisse une personne qui du coup peut potentiellement raconter ce qui s'est passé. Parce qu'il y aurait eu le point de non-retour où il tue absolument tout le monde et on s'en fiche. Mais encore une fois, là on est que du coup maintenant au milieu de saison 4. Et on est toujours dans la déconstruction de Homelander. On est toujours dans les étapes, on n'est pas encore à le méga boss final qui laserise tout le monde. Et voilà, ce qu'on redoute finalement depuis le début de la série, en se disant ok, ce personnage-là est trop puissant. On redoute, mais on a un peu hâte aussi. On redoute, mais en même temps on est curieux. Mais on n'est pas encore dans cette étape-là de maintenant Homelander a snap et il va vraiment tuer tout le monde et tout. Oui, la façade il y a encore un est toujours là, truc. mais elle se fissure d'épisode en épisode. Et là, voilà, comme j'ai dit, pour moi, il y a vraiment un avant et un après pour Homelander. Et j'ai vraiment hâte de voir. Enfin, il est de plus en plus unhinged. Oui. En fin de saison 3, on voyait pas vraiment comment ça peut être pire qu'il a juste laserisé un gars en pleine rue. Comme ça, voilà, ça peut. Et donc, dernier plan sur Homelander, il retourne dans l'ascenseur, et ça, c'est un plan qui était dans les trailers, qu'on ne savait pas, on n'avait pas de contexte évidemment, mais là maintenant on l'a. Il est absolument ensanglanté de partout, il est dans cette pièce qui est toute blanche, puisque il est dans l'ascenseur, et il rigole, mais il rit comme si c'était le plus beau jour de sa vie, quoi. Je vous le dis, il n'y a pas de king shaming sur cette chaîne. Un peu kinké, en vrai. Un peu kinké. J'aime bien les bad boys, j'étais là... Homelander couvert de sang, je sais pas pourquoi. Mais parce qu'on a envie de voir ce qu'il va faire après, en fait. Alors ça oui, on a envie de voir ce qu'il va faire après, mais je pense que personne dans cet univers n'a envie d'être sur le chemin de Homelander pour la suite. Autre plot de cet épisode, un petit peu rompiche, j'avoue pour moi. Starlight, V6, Firecracker. Donc Firecracker, là, nouvel membre des Seven qui est très alt-right, conspirationniste et qui déteste Starlight, puisque quand elles étaient ados et qu'elles faisaient ensemble des concours de beauté, Starlight avait répandu la rumeur qu'elle avait couché avec les juges pour avoir sa place. Du coup, Firecracker avait été exclue de la compétition et elle s'est réinventée, voilà. Elle dit tout haut ce que tout le monde ne pense tout bas et ce que les puissants ne veulent pas qu'on sache. Elle est dans The Seven et elle décide, sur conseil bien sûr de Sister Sage qui a ses petites machinations en cours, de faire un direct de 6 heures en face de la Starlight Foundation. Sur non pas CNN mais VNN quoi. Bien sûr, la chaîne de vote et dont le logo est vraiment celui de Fox News. Oui. Y a pas de... Encore une fois, The Boys n'a jamais été subtil sur... Ah non, Eric Kripke, il est vraiment en you mode... are the bad guys. Je connais des auteurs qui utilisent le sous-texte, ce sont des lâches. De fou.
Mettez plus de stabilo, mettez du surligneur. Et du coup, Starlight fait sortir tous les gens de sa fondation parce qu'elle sait que pour le coup, il risque d'y avoir des heurts, ce qui est classique avec les milices d'extrême droite. Je m'excuse, je m'étouffe. Pas de soucis. Si tu veux de l'eau, tu veux quelque chose? Ouais, je veux bien. Va donc te prendre de l'eau en train de descendre dans la cuisine. J'arrive dessus. Du coup, je te laisse parler de Firecracker. Voilà, de résumer rapidement. Donc, alors il y a une merveilleuse scène où Firecracker fait un duo avec The Deep, et ça c'est ma passion parce que The Deep, quand même, est le personnage le plus drôle de tous The Boys et qu'on le voit pas assez et que moi j'aime quand il est bête et qu'il fait semblant d'être un super-héros. Starlight, elle a fait un deal avec Robert Singer, donc le président et dont la vice-présidente est Newman, qui veut en secret bien sûr faire tomber les super-héros, les faire interdire dans plein de niveaux de la société et idéalement réussir à désamorcer Newman avant qu'elle fasse exploser la tête de tout le monde. Donc Starlight fait un deal avec Robert Singer en lui disant je vais motiver mes fans, etc. Je vais même recréer un costume de super-héroïne s'il faut, pour mobiliser les gens pour votre législation anti-super-héros, etc. Et Robert Singer dit ok, mais bon, on verra que ça va changer. Mal. Donc il y a cette allocution prévue de Firecracker en face de la Starlight Foundation, mais Butcher et MM se disent peut-être qu'on peut lui mettre un bâton dans les roues. On peut en profiter, oui, pour aller un petit peu enquêter autour de Firecracker, nouveau membre des Seven, de chercher un petit peu les failles, j'ai envie de dire la sauce. Aller chercher la sauce autour de Firecracker. Après, c'est leur truc. Hein. Eux, ils vont chercher une manière de se débarrasser des soupes. C'est ce que font les boys. C'est la réputation. C'est la réputation des boys. Et là, ce qui est intéressant, j'ai peut-être raté des infos, je voudrais pas répéter des choses si tu l'as déjà dites, c'est que parmi les 6 heures d'allocution de Firecracker, elle est pas toute seule, on retrouve Ezekiel. Et oui, non, j'ai dit qu'elle faisait un duo avec The Deep, mais j'ai pas parlé. Ah oui, la chanson avec The Deep, elle est formidable. Nodius dit je déteste aimer The Deep, il me met mal à l'aise, mais j'ai un peu pitié. Bah oui, c'est un tocard. Oui. Donc c'est un tocard, donc on a un peu d'empathie, quoi. On est là. Oh. Il est bête. Il est nul, mais il est surtout bête. Mais il essaye. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve Firecracker qui était, on l'avait vu dans le délire conspirationniste. Là, maintenant, on va littéralement chercher du coup encore le côté évangéliste, très très engrainé aux États-Unis. Du coup, Ezekiel, qui était dans ce grand festival qu'on avait vu dans la première saison, grand festival chrétien, qui donnait des grandes. Il venait prêcher la parole, comme quoi les super-héros étaient élus de Dieu, machin. Et après, on apprenait que c'était le Campan de vie qui était donné à la naissance. Enfin, bref. Et lui-même, il a des pouvoirs, il est. Elastigirl, il peut il est en mode Monsieur Fantastique. Et on l'avait d'ailleurs vu dans un genre de partouze comme d'hab. The Boys dénonce l'hypocrisie aussi. Et là, on a exactement la même chose. De la religion organisée. C'est que de la même manière qu'on savait que Ezekiel avait des relations avec des hommes, et du coup, le côté très hypocrite de ce type de personnage-là, on apprend la même chose pour Firecracker. Intéressant comme plot. C'est rare de voir ça dans une série. Parce que du coup, le chantage qu'ils font à Firecracker, c'est parce qu'ils ont une preuve que quand il y a quelques années, elle a eu des relations sexuelles avec un mineur, avec un adolescent de 15 ans, qu'elle a groom, entre guillemets, jusqu'à avoir des relations sexuelles. Totalement, oui, elle était genre un peu animatrice de colo pour les Cape for Christ. Oui, et c'est vraiment relation d'autorité, hiérarchie. Évidemment, elle avait genre 35 ans, lui 15. 28, pardon. Elle avait 28 ans à ce moment-là, le gamin en avait 15. Yes. On est sur une violence sexuelle, ne faites pas ça chez vous. Et du coup, c'est avec ça qu'ils essayent de la faire chanter. Et je dis c'est rare parce que c'est rare d'avoir un personnage féminin qui est... c'est rare de montrer la prédation sexuelle sur les mineurs par un personnage féminin sur un jeune garçon, alors que ça arrive dans la vie, et notamment aux États-Unis, il y a régulièrement des histoires de meufs professeurs ou quoi qui sont coupables d'avoir eu des relations sexuelles avec des garçons mineurs dont elles avaient la charge et qui ne sont pas ou peu condamnés. Donc c'est rare de voir ça, mais c'est bien de rappeler que évidemment les violences sexuelles ne sont pas que commises par des hommes sur des femmes. Ah bah tu sais, il y en a qui deviennent première dame. C'est vrai. Mais ce qui est intéressant avec Firecracker, c'est que du coup on revient sur un modèle qu'on a déjà vu, qui a déjà fonctionné pour les boys, de faire du chantage comme ça en mode vous nous donnez quelque chose dont on a besoin, ou alors on révèle un de vos secrets au grand public.
littéralement ce qu'ils apprennent à Yui dans la première saison, c'est leurs armes, c'est la manière dont ils luttent. Ils vont pas gagner à la bagarre, donc faut gagner à la réputation. Et donc là, Butcher tient son téléphone devant Firecracker, elle lui dit genre donne-nous accès machin, ou je tweet, il a sa photo. D'ailleurs, j'ai regardé un petit peu son Twitter, ça doit être un nouveau compte qui s'appelle, le compte s'appelle The Truth About Firecracker. Je suis sûre qu'il a 0 abonnement, 0 abonné. Donc en vrai, les gens qui je pense que le tweet, Twitter je suis à peu près sûre que le tweet aurait 0 percé. Et la photo de profil, c'est Terreur, son chien. J'ai trouvé ça extrêmement drôle. Voilà, j'ai aidé une photo du coup de Firecracker, mais en plus on voit même pas le jeune garçon. Alors après, non, j'ai pas spécialement envie de c'est voir en mode Titanic, vitre d'une voiture, un truc comme ça quoi. On peut imaginer que, je sais pas, c'était une vidéo ou quoi, parce que là tout de suite en vrai c'est pas si incriminant, mais bon, on croit au scénario de ça c'est la preuve que tu as couché, que tu es pédophile. Mais là, contrairement aux situations qu'on avait vues auparavant, Firecracker tweet elle-même le fameux message que lui montre Butcher en mode genre je m'en bats les reins frère. Girl boss. Elle le regarde en mode genre et maintenant tu vas faire quoi? Et ça j'adore quoi, il y a des gens qui essayent de faire du chantage et que la personne elle dit. Et en vrai j'aime bien parce que tu vois on nous montre au début de l'épisode que ça a plutôt l'air d'être Sage qui maintenant a pris les rôles de ce truc là. Elle fait un grand pitch dans la salle des Seven en mode on va faire ci, on va faire ça, on va aller chercher les articles, vous allez nous les pusher pour que ce soit dans les fils des gens. C'est Sage qui a préparé ce plan. Elle donne à Firecracker un dernier élément en mode genre ça sera ton bouquet final. Donc on a l'impression que c'est Sage qui a pris les reins, mais j'aime bien qu'on nous montre que Firecracker a au moins ce répondant sur le moment. Elle est pas non plus juste à dire ce qu'on lui. Elle est arrivée à ce statut de grosse influenceuse conspirationniste machin. Elle a ses pairs. Parce qu'elle sait y faire en plus. Et je trouve que c'est toujours inquiétant d'avoir un personnage qui est intelligent. C'est pour ça aussi qu'on a peur de Homelander, c'est qu'on sait que c'est pas juste une brute. Parce que The Deep, on est là. Et c'est pour ça qu'on n'a pas peur de The Deep. Il est mené à la baguette, tu vois. On en parlera. Et là, elle a la lucidité de dire ok, je vais rebondir là-dessus. Vous savez quoi? Je tweete moi-même le truc. Elle retourne à la télé et elle est là en mode genre excusez-moi, j'ai péché. Et elle se lance. Confesser, Ézéchiel. Elle se lance dans un monologue où elle retourne le truc en disant que grâce à ça, elle a vu la lumière de Dieu et du coup les gens prient. C'était le moment où elle a compris son et j'ai trouvé ça, c'est infâme, mais c'est excellent de sa part de faire ça parce que ça montre que ça fonctionne. On voit aussi ce que Sage a vu en elle en disant genre on va la recruter elle, on peut bien s'en servir, on voit le potentiel et je trouve ça intéressant quand on a des personnages antagonistes qui mince, les armes qu'avaient les boys jusqu'ici ne marchent plus et ils vont devoir encore chercher autre chose alors qu'ils avaient déjà tenté le thème vie dans la saison 3 et maintenant on sait que c'est pas une bonne idée. Donc on continue à pousser les boys en fait à chercher d'autres solutions et là celle-ci ça va plus marcher avec elle parce que si ça marche pas sur Firecracker ça va pas marcher sur Sage. Non, clairement non. Donc moi je suis très contente de voir ce genre de truc. Révéler sur Sage à part que on parlera mais peut-être des fois c'était un peu cruel. Moi, ça m'a fait beaucoup rire de voir genre oh là là, ok, bon rebondissement. Oui, et on parlait dans l'épisode précédent du fait que le risque pour The Boys, c'est un peu de commencer à tourner en rond parce que combien de saisons on peut faire sur Homelander, il est trop fort, on peut pas l'abattre, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? On tourne. Mais en même temps, pourquoi on n'est pas mort? Parce que au bout d'un moment, on est juste des humains pour la plupart des boys, alors que dans le comics, ils ont quasiment tous, je crois, des super pouvoirs. Donc là, c'est bien c'est aussi comme ça qu'on évite les redites, c'est en montrant que les astuces habituelles ne fonctionnent pas et qu'il va falloir trouver une autre stratégie. Bon. Et justement, c'est là le moment un peu rompiche, je trouve. Parce que Firecracker, elle continue après sa confession en faisant tomber Starlight, puisque c'est son but, et c'est pour ça aussi que Sage l'a choisi. C'est pour qu'elle fasse opposition à Starlight, qui est une figure publique clairement anti-vote. Et donc, elle révèle que Starlight, la première fois que ses pouvoirs se sont révélés ou qu'elle a sauvé, je sais plus qui, elle a aveuglé un homme parce que juste. Elle avait 13 ans, elle a secouru des gens dans un supermarché qui se faisait attaquer, quelque chose comme ça. Oui. Et en utilisant ses pouvoirs, elle a effectivement rendu aveugle une personne, une mère de famille. C'est ça. Donc Firecracker dit en mode vous voyez à quel point Starlight est dangereuse, à quel point c'était pas un héros. Oui, c'est une hypocrite. Voilà. Meuf, tu viens littéralement de confesser publiquement avoir eu des relations de grooming avec un ado de 15 ans, mais Starlight, parce qu'elle avait 13 ans, qu'elle avait pas bien maîtrisé ses pouvoirs, c'est une personne vraiment horrible et immorale comme on l'adore. Et moi ce que moi j'y crois pas trop. C'est pour ça que je dis en fait j'arrive pas.
Tu penses que l'anecdote est fausse? Non, c'est pas ça, je pense qu'elle est vraie. En plus, il me semble que Starlight l'avait peut-être évoqué une fois avec sa mère ou avec Huey ou quoi, genre, parce qu'ils parlent souvent du trauma, entre guillemets, de leur découverte de leur pouvoir. On sait que c'est pas quelque chose qu'ils contrôlent quand ça arrive. Et du coup, je suis là, en fait, dans ce monde où plein de gens révèlent des pouvoirs à l'adolescence et parfois de façon, comme on l'a vu dans Gen V avec Marie, extrêmement violente, ils finissent par tuer toute leur famille sans faire exprès et tout. Est-ce que ça choquerait vraiment les gens que Starlight... Enfin, tu vois, moi je suis Starlight, je suis là, bah oui, à 13 ans, en fait, je contrôlais pas mes pouvoirs et j'ai... Enfin, je veux bien que la cible de Firecracker, elle est pas de bonne foi. Elle veut juste, tu vois, continuer à cracher sur Starlight, mais je suis là... C'est pas si grave, en fait. Enfin, tous les super-héros, ils arrêtent pas de faire des dommages collatéraux tout le temps, tu vois. Donc, est-ce que les gens, ils vont vraiment... On a vu pire comme dommage collatéral, même si c'est effectivement pas rigolo d'être rendu aveugle. Bah, A-Train, voilà, saison 1, épisode 1. A-Train qui littéralement transforme Robin en bouillabaisse. C'était voilà. Oui. On a vu pire. Et moi j'ai trouvé, pour le coup, je suis assez d'accord avec toi, je trouvais la réaction de Starlight un peu disproportionnée. Ouais, quand elle apprend ça. Ouah, non, tu révèles ça à tout le monde. Et elle va ma réputation s'enfermer. Ne s'en remettra jamais. Ils sont toujours dans le bureau, dans l'open space de sa fondation. Oui, déjà, et elle va s'enfermer toute seule avec une très mauvaise réaction. On voit les lumières qui clignotent, ce qui veut dire qu'elle est en train de un peu péter un plomb et du coup elle utilise ses pouvoirs. Machin. Et j'ai trouvé sa réaction un peu disproportionnée. Alors pour la fin, c'est totalement justifié. Mais là, pour ce truc-là, est-ce que c'était pour nous montrer une certaine graduation je pense dans les réactions de Starlight Starlight va finir par snap et péter un câble à force d'être provoqué par Firecracker. Je trouve juste pas que c'est très bien fait. Et du coup, après, Firecracker, pour le coup, révèle que Starlight a eu recours à une IVG il y a quelques mois, puisqu'elle a mis la main sur ses dossiers médicaux. Sage, pardon. C'est le fameux truc que Sage avait donné à Firecracker au début de l'épisode, en mode garde ça pour le bouquet final. Donc là, pour le coup, mais ça dans ta poche arrière, ça va te servir. On est dans le plan préparé pour Sage. Donc c'est Sage là qui avait prévu de faire snap Starlight pour le coup. Et ça, à la limite, je peux entendre. On sait que Starlight, elle a été élevée très chrétienne et elle faisait partie de toutes ces conventions évangélistes, machin. C'était vraiment son univers. On sait que sa foi, elle a été extrêmement mise à mal par le fait qu'elle n'est pas une création divine, mais que c'est sa mère qui a décidé d'en faire une super-héroïne. Et chaque personne qui a recours à une IVG le vit à sa façon, et ça peut parfois être traumatisant et aussi quelque chose que t'as absolument pas envie de voir étalé sur la place publique. Donc ça, à la limite, je veux bien croire que Starlight, elle snap parce que l'IVG, c'est un sujet très intime et très sensible pour plein de gens. Ça, pour le coup, extrêmement violent pour elle, évidemment, surtout qu'il y a tout ce truc de persona publique et personne humaine. Qui est très important pour les super-héros, surtout pour ceux qui font partie des Seven ou qui en ont fait partie. On sait que Starlight, elle a 193 millions de followers sur Instagram, par exemple. Elle a ses pairs aussi. On est là en termes de figure publique, et ce genre d'informations extrêmement intimes révélées sans son consentement, alors qu'elle savait, on a été volé ses dossiers médicaux. Ça ne se fait pas. Et puis on est dans des États-Unis malheureusement assez similaires à ceux qui existent actuellement, à savoir des États-Unis qui se radicalisent contre le droit à l'avortement. Et je pense que, tu vois, ce serait qu'en France, tu révèles que une meuf connue a eu recours à l'IVG il y a 6 mois, c'est vraiment genre d'accord, on s'en fout. Et aux États-Unis, c'est pas la même zumba. Et là où c'est fort, c'est qu'en plus, je pense qu'au moment de l'écriture de l'épisode, la loi Roe v. Wade avait peut-être pas encore été abrogée, parce que ça s'est la loi qui donc permettait au niveau fédéral l'accès, la dépénalisation de l'avortement, mais qui n'était pas une loi, qui était une jurisprudence, et donc elle a été overturned, comme on dit. La Cour suprême américaine est plutôt très à droite en ce moment. Ce qui fait que maintenant, aux États-Unis, en fait, chaque État peut faire ce qu'ils veulent, et pour le coup, interdire l'accès à l'IVG, donc les personnes sont forcées de se déplacer dans un autre État où c'est encore autorisé, ce qui pose plein de problèmes quand on n'a pas les moyens, enfin voilà. Oui, et puis même quand elles veulent se déplacer, par exemple, j'ai vu qu'au Texas, ils réfléchissent à interdire aux femmes enceintes le droit de prendre l'autoroute. Parce que en gros, tu es juste un incubateur pour ton bébé, donc tu dois rien faire pour mettre en danger. Ils trouvent plein de trucs pour limiter les déplacements, pour limiter, limiter les corps des femmes. Tout simplement à l'IVG. Rappelons que le Texas c'est plus grand que la France. Oui. Donc on n'est pas sur je prends un petit TER pour aller à la clinique à 20 minutes quoi. Ça peut être très compliqué. Du coup c'est intéressant, même si c'est pas plus creusé que ça. Je trouve que ça se comprend à quel point pour Starlight déjà c'est un sujet sensible et intime, et à quel point ça peut faire du mal à sa réputation. Là, ça va dans taper ces États-Unis-là, quoi. Ça va taper dans un truc extrêmement actuel, parce que voilà, comme je dis, je pense qu'au moment de l'écriture d'épisode, c'était peut-être
ça devait commencer à passer. Je pense que l'abrogation de Roe v. Wade n'avait pas encore été faite parce que ça date que d'il y a 1 an, si je dis pas de bêtises. Ah ouais. Je crois que c'était. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était 2023. Donc la saison était peut-être tournée, mais enfin voilà, je rentre un petit peu dans les spéculations, mais ça montre à quel point The Boys arrive toujours à taper juste. Oui, comme on en parlait en termes d'écriture. La semaine dernière, c'est une série qui est hyper actuelle, voire en avance entre guillemets quoi. Voilà, presque prophétique quoi. Parfois ils écrivent, enfin tu vois la série et tu te dis attends, c'est toujours écrit ça il y a 1 an. Comme tu dis, maintenant les États ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils trouvent d'autres entourloupes pour imiter. Donc on est toujours dans ces sujets-là, ça reste d'actualité. C'est une série politique. Certains ont l'air de le découvrir avec cette saison 4. Il est vrai. Ma foi. Ma série de super-héros surpuissants qui sont contrôlés par une corporation capitaliste, ma série dont politique. Le héros a littéralement le drapeau américain sur le dos. Vous La voulez série que ça parle un politique. peu des États-Unis? Mais donc Starlight, elle est colère, elle est pas bien là, et en plus Robert Singer, du coup, il lui retire son soutien, il lui dit je peux pas être associé à toi, donc non, arrête parce que en snappant, Starlight va littéralement tabasser Firecracker en direct à la télévision. Baston de meuf. Effectivement, et j'ai cru que elle avait peut-être la tuer, hein, parce qu'à un moment, elle lui cogne dans le visage de manière très violente. C'est un peu dur comme scène, honnêtement. Ouais. C'est pas la pire de cet épisode. On a vu que Homelander fait des Zumba et on n'a pas encore parlé de ce qui est pour moi la pire scène, peut-être de To The Boys, qui implique The Deep et Sage. Ah oui. Mais on n'est pas sur une baston de super-héros. Mais j'ai cru que Firecracker allait dans la gueule. Ouais. Pa, pa, pa. J'ai cru qu'on allait perdre Firecracker en mode genre en fait c'est ce genre de personnage éphémère. Non, elle ne meurt pas. Serait-ce une grande perte, cela dit. Non, pour le coup, si Starlight, elle tue à bain nu une meuf à la télé, là, pour le coup, niveau réputation, on peut... Non seulement niveau réputation, on s'en remet pas, mais même pour le public qui est quand même censé être... après le procès d'Homelander, il y aurait eu le procès de Starlight, quoi. Voilà. Ce qui aurait été intéressant. Elle aurait pas été acquittée. Ce qui aurait été une trame intéressante quand même. Grave. Mais t'imagines, t'es l'avocat de Homelander. T'attends le verdict, t'es comme ça. T'es pas bien. Voilà, donc suffisamment de dégâts quand même, effectivement, pour que Singer lui passe un petit coup de fil en lui disant non mais là je peux plus être associé à vous, c'est pas possible. Et un point intéressant, c'est un personnage qu'on voit quasiment pas de l'épisode, mais qu'on voit juste dans la télé à ce moment-là. Il y a Newman qui est à la télé au moment de Starlight à snapper machin, qui a l'air un petit peu de se dissocier de Singer en disant le président a fait une erreur en s'associant à Starlight. Enfin, il y a Newman qui est un peu shady. Propre agenda aussi. Hein. Ouais, et ça va très très vite, mais on voit Newman qui est interrogé à la télévision en mode très shady contre son président, alors je pense ça fait pas longtemps qu'ils ont été élus quand même. On dirait un peu le gouvernement, dis donc. Ah là là. Mais en plus, elle a toujours cette posture d'être la plus fervente anti-super-héros, etc. Alors que on sait bien qu'elle-même, c'est une sup. Du coup, son président qui s'associe à Starlight, elle, évidemment, elle saute... Et Starlight qui fait de la merde, elle saute sur l'occasion pour dire non, mais vous voyez bien qu'on peut jamais s'associer à des sups parce que... on peut pas leur faire confiance, dit-elle. Donc ça sert clairement leur agenda aussi à la Maison Blanche. Donc on reste. C'était très sous-jacent, mais j'aime bien ce truc, comme je l'ai dit la dernière fois, cet aspect un peu House of Cards de maintenant l'implication du gouvernement, les répercussions des actions des super-héros au niveau gouvernemental et décisionnaire finalement du gouvernement sur ces humains, mais qui ont une place. Je crois qu'ils sont quelques centaines de milliers. Les sups, ce qui représente très très peu de la population, sur du 350 millions d'Américains. Si comme Homelander, chaque sup peut potentiellement, quand il fait un enfant, engendrer un enfant avec des super pouvoirs, voilà, il y a tout un plus contrôle de la population entre pour la mère, hein, ça peut faire boule de neige, quoi. Il peut y avoir de plus en plus de super-héros. Mais il y a un enjeu de contrôle de la population des super qui est encore sous-jacent, mais qui est là, je trouve. Et qui est pour moi, c'est très intéressant et j'aimerais vraiment qu'on voit plus Singer et que, il a des scènes très courtes à chaque épisode quand il en a. J'aimerais vraiment qu'on creuse un peu cet aspect, donc à voir dans la deuxième partie de cette saison, puisqu'on arrive tranquillement à la moitié. Hein. Rappelons que semaine prochaine, c'est déjà l'épisode 5. Coucou à Ezok qui nous dit coucou d'un week-end jeu de société. Je démarre une partie de Dune Imperium. Je vous souhaite un bon stream. Les Analgabe, très bien. Voilà, bon, c'était le plot Starlight et Firecracker. Je trouve ça un peu forcé, c'est tout. Je trouve qu'il faut arriver vite à Firecracker, elle fait snap, Starlight, etc. Mais du coup, je trouve c'est un peu rushé. Dans un épisode où on voit en plus Homelander qui lui snap, mais on sent le temps qui a fait pourrir tout ça et tout, et le trauma. Là, c'est vraiment allocution télévisée. Starlight, elle est là, je vais lui casser la gueule, j'en ai rien à foutre. Ouais, bon, c'est un peu rapide. Je suis assez d'accord. Et
En même temps, j'ai trouvé l'épisode, on pourra peut-être en reparler après, mais de manière générale assez lent et assez statique. Et je trouve finalement, en fait, de la part de Starlight, pourquoi elle s'est pas barrée? Oui, pourquoi t'es resté le truc qui dure 6 heures vu que, c'était ils viennent littéralement te narguer en installant le gros machin de la VNN avec devant. Il y a vraiment un faux public au fond de son truc où c'est que des personnes blanches. C'est vraiment la mise en scène est tellement absurde. Pourquoi les personnages ils sont restés là? Il y a Frenchie, il y a Butcher qui sont là, mais encore une fois, eux ils sont là pour faire les bails de The Boys, enquêter sur Firecracker et tout. Starlight, elle est vraiment restée là à subir le truc. Ouais, je trouve que son personnage il est quand même un petit peu soudé. En fait, je crois pas trop à son arc cette saison pour l'instant. J'ai du mal à être investi dans ce qui se passe autour de Starlight parce que là je l'ai trouvé vraiment un peu statique à subir le truc. Oui, et c'est vraiment c'est capillotracté dès le début. Dès qu'on voit la scène de Firecracker, on est là, bon bah c'est de la provoque et Starlight elle va sûrement. Quand il y avait le bail de Firecracker qui raconte quand elle avait 13 ans, elle a rendu quelqu'un aveugle et tout, peut-être que là Starlight elle aurait pu juste se barrer. Par exemple. Plutôt que de rester 3 heures de plus à entendre des trucs infâmes sur elle. Franchement, tu lances un petit Stardew Valley, tu te détends, tu rattraperas. Tu vois, c'est comme quand il y a des Zumba politiques, genre des grands débats et tout. Moi, je regarde pas, je rattrape après sur Le Monde. Je suis là, j'ai pas envie de passer 3 heures à faire ça. J'aurais l'essentiel dans la presse. Et ben, elle aurait pu faire ça. Tu vois, de la même manière où, du coup, Firecracker utilise des grands médias parce qu'ils sont à la solde de Vote. On a vu Starlight utiliser juste son live Instagram à la fin de la saison 3 pour dire regardez le merdier, ça c'est la faute de Soldier Boy, oui. Vote nous ment, machin. Elle aurait très bien pu faire un move elle-même aussi, en mode bonjour Starlighter, machin. Droit de réponse. Non mais c'est tout con, mais c'est un outil. C'est un outil qu'on a vu utiliser auparavant. Elle est en mode genre prête à remettre son costume s'il y a besoin. C'est ce qu'elle dit au début de l'épisode avec Singer. Pourquoi elle est là statique dans son vieux open space qui est vide parce qu'ils sont ils ont fait évacuer machin. Ouais. Et elle fait rien de l'épisode. Bah c'est ça en fait. Ça donne un peu l'impression que le personnage est pas très malin et c'est dommage parce que Starlight a un bon potentiel. Moi j'aime beaucoup sa relation avec Huey et c'est peut-être ça qui manque un peu, c'est qu'on les voit pas beau. Enfin Huey il a clairement sa propre aventure même s'il parle rapidement de cette histoire. Mais ils ont une micro-interaction où on savait que du coup il était au courant qu'il y a eu ce qui est cool qu'elle était tombée enceinte, qu'il y a eu IVG, c'est une décision, il dit le truc très très juste de ça concerne que toi, c'était ta décision, enfin voilà, Huey vrai gars. Oui. Et cool de The Boys, on se rappelle le nombre de séries et de films américains où quand un personnage est enceinte et que ça l'arrange pas, soit fausse couche miraculeuse, soit finalement en fait elle se rend compte qu'elle veut le garder, etc. Mais on a rarement juste et quid de l'IVG. Eh bien ça existe et c'est normal. Donc ça c'est cool, mais c'est court. Ouais, c'est très succinct. Comme tu dis, Huey, il a sa propre aventure. Est-ce qu'on passe à Huey assez... Je pense que juste pour finir, parce que ça rentre dans l'arc Firecracker, il faut quand même qu'on parle de Butcher et Ezekiel. Puisque donc Butcher, on sait qu'il a pris du Temvi et qu'il est condamné. On sait qu'il a un genre de tumeur qui se déplace en lui qu'on avait déjà vu ramper. Alors moi j'ai noté sur ma feuille, j'ai noté ce site un Goa'uld. Si vous n'avez pas la rêve, c'est des sortes de vers parasites dans l'univers de Stargate. Quand j'ai vu ça, il y a un plan où dans son dos on voit quelque chose qui passe, j'étais là, oh là là, il a un Goa'uld. Moi j'étais sur Baldur's Gate 3 avec mon mec, on était là, c'est Baldur's, c'est exactement ça. Il a un parasite qui peut par contre lui donner plus de puissance, mais à quel prix? Bon alors qu'est-ce qui se passe? On sait pas exactement. Mais Ezekiel est en train d'essayer de tuer Butcher, de l'étrangler de par ses multiples membres de taille élastique. Et ça, il y a un truc qui se passe. Ça va très vite. Hein. Ouais, on cut, Butcher est plein de sang, Ezekiel est en morceaux, il y a des bouts de lui partout. Donc Butcher a une forme de pouvoir qu'il a pas l'air de contrôler. On va voir. On a sans doute la réponse de il va sans doute pas mourir dans la saison 4 maintenant que. Oui, toi tu disais les actions ont des conséquences. Les actions ont des conséquences, ça serait pas logique qu'il reste vivant. On apprend de toute manière à la fin de l'épisode que en plus du TMV, il a pris une dose de vie tout court. Oui, Butcher. Le bleu, le vrai, l'officiel. Donc on a effectivement cette scène où Butcher tue Ezekiel. Mais on sait pas, on le voit pas ce qui se passe, donc on sait pas exactement. Je suis revenu en arrière en mode genre j'ai raté un truc. Non, c'est juste ça snap très très vite. Je pense que ça va être un bon reveal de fin de saison, de voir exactement c'est quoi le pouvoir de Butcher et comment il se manifeste. Quand bien même il le contrôle pas forcément, mais
Je trouve ça pas mal qu'il le tease parce qu'il y a un côté genre ah ouais ok attends parce que là ses alus c'est de plus en plus violent. Au début de l'épisode il perd connaissance dans la douche. Oh franchement j'ai mal, il s'éclate sur son robinet là. Il s'éclate, il s'ouvre la joue tout seul et il continue à voir régulièrement Bella. Becca, pourquoi je dis Bella il continue à voir régulièrement Becca et à lui parler même quand il a vraiment une conversation one-to-one avec Marvin et il y a Becca qui est juste derrière. Il sait pas où regarder et ce qui est bien c'est que la caméra, enfin le plan, même quand Becca n'est pas là, il laisse suffisamment de place à côté de Marvin pour qu'on est vraiment dans les yeux de Butcher en mode genre elle est juste à côté, elle est pas là mais elle est juste à côté. Je trouve ça vraiment très très bien foutu. Yes, donc on va voir quel est le pouvoir de Butcher, je pense, dans cette saison. Je pense pas qu'ils vont nous garder le suspense. Ça va être le truc de dernier épisode ou quelque chose comme ça, on va pas se mentir. Je sais pas pourquoi, mais ça marche pas parce que ses vêtements ils étaient pas déchirés. Mais j'avais, moi, l'impression que ça m'a donné, comme il était tout enroulé comme Ezekiel était tout entortillé autour de lui, c'est que c'est limite comme si des pics étaient sortis de Butcher, tu vois, comme s'il avait des genres de pics rétractables de hérisson qui du coup sont tous sortis d'un coup et ont déchiré le gars, mais ça aurait déchiré ses vêtements. Donc je ne sais pas parce qu'il a pas des vêtements de super-héros, Butcher. On a vu les pouvoirs qu'il avait quand il a pris de Temv, c'était super force, truc laser. Bah ouais, mais là ça a pas l'air d'être. Justement, je pense que c'est pas ça, tu vois. Je pense pas que ça a changé ses pouvoirs. Je pense pas qu'il l'a laserisé. Parce qu'il avait pas du tout l'air en contrôle de quoi que ce soit, et à mon avis c'est autre chose. Mais peut-être. Parce que la manière dont je l'avais compris dans la saison 3, c'est qu'ils prenaient du Temv, mais en gros ça leur faisait juste de manière temporaire le pouvoir qu'ils auraient eu s'ils avaient eu vraiment des pouvoirs. S'ils avaient eu du Compound V quand ils étaient enfants, bah Butcher il aurait été en mode genre super humain, laser et tout, tralala. Yui aurait été un téléporteur, machin, mais là c'est juste que c'est temporaire, ça dure que 24 heures, machin. Donc je suis pas sûre qu'il y ait des nouveaux pouvoirs qui apparaissent pour Butcher. Je sais pas. Nous verrons, on fera le débrief quand on y arrivera. Passons donc à Huey. Qui a lui aussi un arc autour du Compound V et de ce cher Simon Pegg, son papa, que j'aime beaucoup. On le rappelle, a fait une attaque, est à l'hôpital en état végétatif parce que maintenant c'est confirmé par les médecins, on l'apprend au début de l'épisode et dans les épisodes précédents on savait que sa mère c'était elle qui avait le droit du associé de attorney. C'est medical attorney, enfin en gros c'est à elle de prendre la décision de est-ce qu'on le débranche ou pas, et lui il avait signé un DNR, donc Do Not Resuscitate, donc son envie à lui, finalement, c'est son souhait. C'est pas juste la mère qui invente, c'est que s'il est dans le coma ou quoi, il veut pas d'acharnement thérapeutique. Pas d'acharnement médical. Donc, même si évidemment Huey. Ce que Huey n'accepte pas. Bah non, mais en vrai, je suis là, sa mère elle a raison, tu vois, c'était la volonté du gars. Donc Huey va chercher à tout prix à sauver son père et va décider de mettre la main sur du Compound V pour l'administrer à son père et espérer lui sauver la vie, ce qui est le plot d'un des épisodes de la micro-série animée The Boys Diabolical, qui est très bien. Qui est le meilleur épisode des 8, moi j'ai trouvé. Où c'est du coup un vieux couple, une dame qui a un cancer et son mari qui lui donne du Compound V, et ça fait que le cancer devient une sorte d'entité qui sort de sa femme et qui devient un monstre. C'est très Junji Ito-core, ce genre de choses. Enfin voilà, l'épisode est très très bien et je trouvais ça cool qu'ils reprennent cette idée-là, qu'ils l'intègrent là dans le plot autour d'un personnage qu'on adore en plus comme Huey, avec l'enjeu de c'est Simon Pegg, on veut pas qu'il meure. Tout le monde aime Simon Pegg. Et donc Huey contacte A-Train. Il lui dit, tu te souviens quand t'as tué ma meuf ? Bah maintenant tu vas te racheter. Et si tu sauves mon père, on est quitte. Littéralement, c'est ce qu'il lui dit. Je sauve mon père, on est quitte, je te pardonne. Et du coup, A-Train accepte malgré les risques de s'infiltrer dans toujours les son arc de rédemption de Homelander, parce que c'est là où on apprend que Homelander garde tout le Compound V chez lui. C'est plus dans les labos de Vought, c'est chez Homelander. Il a privatisé la chose. Il a dit, non mais ce sera bien en sécurité chez moi. Et du coup, A-Train prend le risque. Très vite, et il croise quelqu'un. Il croise Ashley qui était venu dans l'appartement de Homelander pour lâcher un flotteur dans ses toilettes. Faire caca et pas tirer la chasse, franchement. Ce que son soumis là lui avait conseillé de faire. Il lui avait dit franchement, moi j'avais fait ça avec Madeleine Stillwell, ça m'avait fait du bien, ça soulage quand même. Littéralement, quelle idée de merde de faire ça. Oui, c'est un peu nul, mais du coup il y a un enjeu, c'est que pour l'instant ils sont en destruction mutuelle assurée, c'est-à-dire que A-Train il dit à Ashley, bah si tu te dis que tu m'as vu, si tu dis rien, je dis rien. Que je t'ai vu.
Mais en vrai, c'est beaucoup plus... Alors, je pense que Homelander serait capable de laseriser Ashley juste pour ça, très clairement. Mais c'est quand même beaucoup plus grave. A-Train qui lui vole du Compound V pour le donner à un membre de The Boys que Ashley qui vient troller un peu. Donc, je suis pas hyper sûr de l'égalité du chantage. Mais ça, pour l'instant, ça suffit. Personne dirait à Homelander. De toute façon, il est occupé. On verra. Est-ce que tu penses qu'il va... Tu vois, on sait qu'il a un super odorat et tout. Est-ce que tu penses qu'il va comprendre ou remarquer qu'il manque une fiole? Moi, je pense qu'il va remarquer qu'il manque une fiole, tout simplement. Okay. A-Train, il y a effectivement le coup de l'odorat de A-Train qui est passé, mais je pense que Homelander a peut-être des sortes de tocs, remettre les choses pile poil à leur place et tout. Et en fouillant pour chercher le Compound V, A-Train, il touche à... Il touche le bocal à poil. Le bocal à poil qu'on a vu. Non, le bocal à poil de bite. Les fameux poils blancs que Homelander stocke dans un bocal. Et A-Train, il trouve ça, il est là en mode genre... Ok, ouais, non, je veux pas savoir. J'ai une idée de ce que c'est et je veux pas y réfléchir en fait, plus que ça. Et enfin, c'est juste, je pense qu'on est plus dans le... Et il y a un tiroir à biberon de lait aussi. Il y a des tiroirs à biberon, évidemment. Je pense que Homelander peut juste remarquer, bon, quelqu'un est venu toucher à mes affaires, quoi. Peut-être. Il y a Bibi Carbonate qui dit peut-être que le flotteur couvre l'odeur. Peut-être qu'il sortira juste le cadeau de Ashley et pas la présence de A-Train. Ashley meuf sûre. Franchement, Ashley save the day. Mais ouais, ça peut être le truc qui peut porter préjudice à A-Train pour la deuxième moitié de la saison. Je pense que pour l'instant, ce qu'il sauve, c'est qu'Homelander l'ignore globalement. Mais Sage a remarqué pas trop à A-Train. Mais Sage a remarqué des choses autour de A-Train. Parce qu'on sait que en fait, normalement, A-Train est en contact avec Marvin, avec les boys. Quand il arrive et qu'il trouve Yui, il est en mode genre... T'es pas du tout la personne à qui je m'attendais. Oui, il dit genre Jean-Michel Bouc ou je sais pas quoi, genre Talking Gotti, le bouc qui parle. Donc il s'attendait à voir Marvin et à un moment, du coup au début de l'épisode, quand ils sont dans la salle de réunion des Seven et qu'il y a Sage qui fait tout son discours de on va faire ci, on va faire ça pour le truc de Firecracker, A-Train reçoit un SMS, et Sage l'a bien capté. Donc c'est l'œil de Sauron, Sage au sein des Seven. C'est le fétiche dans Kirikou. Qui est en haut de la case de Karama la sorcière et qui regarde tout. Quand Homelander est pas là, il faut quand même genre pas se reposer sur ses lauriers parce que Sage surveille tout ce qui se passe. Et là où Homelander est vite distrait, focalisé sur lui-même et puis zinzin quoi, des fois il perd le fil, Sage, elle est focus. Sauf en permanence. Quand elle décide de ne pas l'être. On va revenir. Mais du coup, pour revenir sur Yui, il récupère du coup le Compound V. Rapidement, un passage de bagarre avec les Shining Light, la secte de Kimiko. Oh là, je l'ai même pas noté tellement je m'en bats la race. Ouais, Kimiko accompagne Yui à ce moment-là parce qu'il veut pas y aller tout seul. Et on apprend qu'à l'époque, en fait, dans la secte, Kimiko avait l'air d'avoir un autre rôle que simplement subir des trucs. Elle avait l'air d'organiser des combats, des choses comme ça. J'ai vraiment du mal à voir, et c'est la même chose pour ce qui va concerner Frenchie. Les arcs Frenchie et Kimiko, je ne comprends pas à quoi ils servent. Bah non, on en avait déjà parlé, ça se confirme que... en fait, on veut juste revenir au plot de The Boys, finalement. Moi, j'étais là, bon, on revient au Blender, on revient à Yui, enfin là, on s'en fout vraiment de ce qui se passe. Même pour eux-mêmes, je vois pas l'enjeu. Pour Kimiko, c'est quoi ? On apprend qu'en fait, c'était entre guillemets une mauvaise personne parce qu'elle avait... C'est son arc depuis le début. C'est son arc depuis le début, et elle a littéralement dépassé ça dans la saison 3 en se rendant compte que même sans ses pouvoirs, c'était toujours quelqu'un qui avait de la violence en elle et qui avait cette espèce de rage, et que finalement, ce problème qu'elle avait n'était pas lié à ses pouvoirs. C'est pour ça qu'elle les a récupérés. C'était littéralement réglé, ce truc-là. Oui, c'est bon. Et pareil, Frenchie qui se confronte à son passé et qui culpabilise d'avoir été un tueur à gages concrètement. C'est pareil, c'est là depuis la saison 1. Et en fait, moi j'aimerais bien que Frenchie et Kimiko ils participent à ce que font The Boys, tu vois. Ouais, ils sont Frenchie, encore à côté. Il avait un peu un côté au début, c'est un peu le gars de la tech, tu vois. Il peut hacker, il peut le chimiste. Le chimiste, il peut inventer des trucs. Là, au tout début, il avait bricolé la bombe pour tuer Translucent. C'est vrai, le C4 dans le cul. Là, au tout début de cette saison, il avait concocté, mais on l'avait pas vu, un acide qui était censé pouvoir abattre Newman, mais finalement, ça n'a pas marché. Il avait fait aussi l'espèce de gaz ou quelque chose comme ça pour neutraliser Soldier Boy fin de saison 3. C'est le chimiste du groupe. Mais là, c'est vrai qu'ils sont très peu. Ils sont à côté, ils ont leur propre plot qui se répète par rapport à ce qu'on a eu dans les saisons précédentes. Et là, on a entre guillemets résolution pour Frenchie et pour Kimiko. Kimiko pour la secte et Frenchie qui du coup avoue
avoue à Colin que c'est lui qui a tué sa famille et tout. Et Colin le vit mal, ce qu'on peut comprendre. Ouais, il lui fallu lui dire avant de lui toucher le pénis. Franchement, ça se fait. Force et courage, Colin, pour aller chez le psy et dire bon bah mon crush a tué ma famille. Pas évident. Pas simple. Pas simple. Mais j'ai du 3 séances, je pense, pour régler ce problème. J'ai du mal à voir ce à quoi ça sert pour Frenchie et Kimiko et ce à quoi ça sert pour le plot des boys. Pareil, j'espère que voilà, vu que chacun ils ont un peu fini cette storyline parallèle, bah, peut-être qu'ils vont être réintégrés dans l'intrigue plus directe dans les épisodes à venir, mais vraiment il faut... Sinon c'est des personnages qui sont là pour être là et parce qu'on les tue pas encore, parce qu'on va les tuer plus tard quand il y aura besoin d'un truc dramatique en fin de saison ou pendant la saison 5. Enfin, ils sont vraiment spectateurs et ça fait écho aussi à ce qu'on disait de Starlight qui est très spectatrice de ce qui lui arrive. J'ai trouvé l'épisode assez statique pour plein de personnages et ce qui est du coup pour les boys finalement c'est Yui parce que même Butcher il est assez statique finalement, il fait le truc avec Ezekiel de faire chanter Firecracker et ça marche pas. Le bail avec Ezekiel, mais c'est presque par accident. Oui, il ne maîtrise pas ce qui arrive. Pas tellement un plot point. C'est ça. Il y a que Yui qui est un peu moteur, mais de sa propre histoire à lui et pas du plot principal. Oui, en plus genre il en parle pas, tu vois. Enfin, c'est vraiment chacun est détaché des autres. Et en plus dans un épisode où Anthony Starr qui joue Homelander, il délivre tellement, il est tellement fort. Bah, c'est d'autant, du coup le contraste est d'autant plus parlant quand t'as des scènes avec Frenchie et Colin ou avec Kimiko et Josiane Cicatrice où on est là, bon, on veut juste revenir. Non mais moi j'étais là, bon bah revenons à Homelander, hein, franchement c'est tout ce qui m'intéresse dans cet épisode. Et il se trouve que le mec s'est levé pour taffer ce jour-là, donc voilà, bon un peu naze ces plots là, on verra ce que ça devient. Mais du coup Huey a du Compound V. Il va à l'hôpital, il essaye de... Enfin, du coup, c'est l'heure de débrancher papa. Il a essayé de convaincre sa mère de ne pas, mais encore une fois, c'était le souhait de son père. Mais non, c'est surtout qu'elle a enclenché la procédure qui doit prendre 2-3 jours et c'est pour ça qu'il est pressé. Yui, il a plus le choix parce qu'en fait, dans quelques jours, son père va naturellement... Ils ont débranché, il lui reste 2-3 jours à vivre. C'est pour ça qu'il va chercher le Compound V parce que c'est son ultime solution. Et donc, il revient à l'hôpital avec le Compound V et il ne l'administre pas. Non. Lui-même. Mais... il se rend compte qu'il y en a quand même dans la perf. C'est sa mère qui lui a piqué et qui l'a donné et qui l'a mis dans la perf. Si j'ai bien compris, il a genre re-rangé dans son manteau ou dans son sac, il l'a mis dans sa poche. Il va se chercher un café. Et quand il revient, y a la perf de Compound V qui est passée. Et on voit sa mère qui le regarde quand il arrive. Enfin, pour moi, le sous-entendu, c'est que c'est sa daronne qui a donné le Compound V à son père. Et sa daronne, il y avait déjà ce truc de elle bosse pour un genre de système pyramidal là, de vote où elle vend genre des huiles essentielles et des machins comme ça. Mais c'est une succursale de vote. Du coup, peut-être qu'en fait, sa mère... Ça laisse encore plus d'ombre autour de la mère de Yui. Parce que ce qui est pas mal en vrai. Tu vois, je suis là. Ah, est-ce qu'elle est pas qui on pense qu'elle est? Est-ce que même l'histoire de pourquoi elle est partie, c'est vrai? Est-ce qu'elle a des pouvoirs? Tu vois, est-ce que c'est une sup? Je sais pas. Et qu'est-ce que veut... Et si c'est Vote, qu'est-ce que veut Vote à fucking Simon Pegg? À part que tout le monde l'aime bien, je sais pas, franchement. Mais donc, on le voit ouvrir les yeux. Hein. Le père de Huey ouvre les yeux. Donc, il est certes sauvé par le Compound V et il a sûrement des pouvoirs, mais à quel prix? Parce qu'il était quand même en état de mort cérébrale. Ouais, ça fait quoi? C'est quoi un sup qui, sachant que il est très adulte, enfin, c'est censé mieux marcher sur les enfants d'administrer du Compound V, donc quels vont être ses pouvoirs, à quelle mesure? Il est en train d'avoir une tumeur qui se balade en lui parce qu'il a pris du Compound V adulte, donc c'est quand même pas une solution miracle à tous les problèmes de santé, quoi. Et donc ça s'arrête là-dessus sur. Après, voilà, si dans 2 épisodes, il y a Simon Pegg qui se tape avec Homelander, moi je suis contente, tu vois, parce que c'est aussi ça le clin d'œil, c'est que dans le comics The Boys, le personnage de Butcher ne ressemble pas du tout à Karl Urban, il ressemble à Simon Pegg, il a été créé... De Huey, pardon. Il ressemble pas du tout à Jack Quaid, mais à Simon Pegg, puisque c'est vraiment l'inspiration, littéralement, ils ont dessiné Simon Pegg. C'est pour ça qu'il avait ce petit rôle dans la série. Là, potentiellement, il va avoir quand même un plus grand rôle, et ça, j'avoue que j'aurais pas vu venir qu'il ne ramène, parce qu'il était très très peu présent sur les saisons 2 et 3. Je pense qu'on a dû le voir 10 minutes en tout sur les 3 dernières saisons, et là, écoute, Daddy's back. Ok, on va voir ce que ça donne. Mais on a micro-résolution de ce qu'on disait la dernière fois, de Yui qui se retrouve face à perdre potentiellement ses 2 figures paternelles. Là, par le Compound V, il a son père et Butcher qui... sont de manière incertaine sauvés, mais toujours là. Ouais, mais à quel point ça les change, à quel point et à quel prix,
les personnes qu'ils étaient, mais je trouve que en fait, c'est tragique parce qu'il avait accepté, tu vois, la mort de son père. Il avait accepté de pas lui donner le compound V et je trouve que c'est horrible du coup. Enfin, il y a vraiment un côté, c'est limite de la magie noire, tu vois. Faut laisser mourir les gens, quoi. Ça se trouve, ça va être un zombie avec des super pouvoirs après, on sait pas. Donc il avait accepté que son père allait mourir, mais le destin et sa daronne en ont visiblement décidé autrement. Faut qu'on parle de la lobotomie. Ouais, sans transition. J'ai pas envie, du mais coup, il faut. Du coup, félicitations. Parce que tu avais trouvé de bons threads Reddit la dernière fois. C'est clairement pas moi qui ai déduit, c'est internet. Mais félicitations d'avoir trouvé de bons threads Reddit tout de même. Où du coup, tu disais, visiblement, elle se fait les lobotomies pour chiller. Pour chiller. Et là, elle dit littéralement que c'est un besoin qu'elle a parce qu'elle a le cerveau qui grossit. Elle dit qu'en gros, oui, son cerveau n'arrête jamais de grandir et de se régénérer. Et que du coup, elle dit... Tu me plantes un pieu dans le cœur, je meurs. Ce qui est quand même intéressant. Savoir qu'elle est physiquement du coup elle est mortelle. Ouais. Mais si tu lui attaques le cerveau, il se régénère. Et du coup, la dernière fois, elle l'avait fait solo, sa lobotomie. Là, elle décide, alors qu'elle a été vraiment pas sympa avec The Deep pendant tout l'épisode. Elle le rembarre au début de l'épisode en disant tu me débectes, casse-toi. Oui, elle dit tu me dégoûtes à un point que je peux même pas quantifier. Et je suis plutôt douée pour quantifier les choses. Donc lui, il est là... vas-y bébé dauphin, comme ça, machin. T'es vraiment. On a vu des vents moins violents pendant des tempêtes, quoi. Ah oui. Et finalement, elle se dit, j'ai envie de passer une petite soirée quand même détente. Donc je vais proposer à The Deep de venir. Elle a le KFC sur la table, elle a le DVD de Transformers 3 qui est dans la télé. Elle lui propose une session sodomie devant la sextape de Kim Kardashian, ce qui est quand même d'un goût exquis. Mais je comprends pas pourquoi elle lui fait faire à lui, tu vois. Je suis là, déjà. Est-ce que t'as assez confiance dans The Deep pour lui donner un pic à mettre dans ton cerveau et être sûr qu'il va pas déraper et tu vas trop l'enfoncer ou whatever. Sans t'éborgner. Voilà. Elle peut clairement se le faire elle-même. Et puis pourquoi tu lui partages cette vulnérabilité, tu vois, genre tu pourrais juste te défoncer la gueule et puis l'inviter en mode vas-y. Enfin, tu vois, il serait pas contre et puis il a pas hyper envie de T'aurais préféré. Il est là, c'est dégueulasse. T'aurais préféré qu'on la voie le faire elle-même. Ça aurait été encore un grade au-delà de. Enfin, moi, je trouve que c'était. En soi, c'est moins pire parce que The Deep, c'est vraiment un tocard. Donc, te faire lobotomiser par un tocard, c'est moins pire que de lobotomiser. Après, moi, j'ai pas trouvé trop dégueu comme scène. Enfin, j'ai une bonne résistance au truc gore et tout. Perso, ça allait. Un bisou à Nodus qui a absolument quitté ce plan astral au moment de cette scène. Il regardait pas, il s'est bouché les oreilles. J'étais là, ah non, le bruit, regarde pas, le bruit, il est horrible en plus. Ah, le pire, c'est de petits coups de marteau, là, de petits cling. Le pire, c'est après quand elle dit vas-y, gratte, fais-toi. J'étais là, c'est bon, c'est fini. Non, c'est pire. Mais je pense que ça aurait été encore plus violent qu'on le voit elle-même se le faire. Chacun sa sensibilité, voilà. Je sais pas. Mais voilà, ça m'interroge. Et c'est toujours comme on en parlait, l'écueil quand on écrit un personnage hyper intelligent, c'est qu'il est aussi intelligent que les auteurs du show finalement. Voilà, c'est bien là la limite. Et je trouve que c'est très con de sa part non pas de se défoncer pour coucher avec The Deep, mais de lui montrer et de lui expliquer comment elle fonctionne et qu'est-ce qu'elle se fait et comment le lui faire. Parce que même si The Deep c'est un bon con, ça lui donne quand même pourquoi cette confiance donnée à The une Deep, ascendance sur elle que personne d'autre dans les Seven, même pas Homelander, n'a quoi. Donc bon, j'ai pas trop compris. Clem dit c'est ma scène favorite. Il faut consulter. Clem, c'est très grave ce qui se passe. Mais du coup voilà, ça continue la Zumba, Sage et The Deep et à voir où ça nous mènera. Et on n'a pas vu la pieuvre du coup. On n'a pas vu Ambrosius, non. Non. Infidélité, franchement, ça se fait. Je pense qu'il a même pas nettoyé son aquarium en plus. Non, elle est toujours dans le placard. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu avais prises en note? Moi, j'ai fait le tour de tous les plot points que j'avais notés. Il y a un truc. Ça passe très très vite, mais moi j'étais contente et ça va rejoindre un truc que j'ai dit au début de notre petit épisode. Dans les différents flash télé avant le show de Firecracker, ah oui, j'adore passe des bandes annonces. Donc on voit le début de bande annonce de Training A-Train avec Will Ferrell. Et après on passe à The Whole Truth avec Tech Knight. Oui, on retrouve le générique. Le jeu de mots est formidable. Si vous avez vu Gen V, vous l'avez. Et ben justement, là, on a le rappel à aller voir Gen V si vous l'avez pas vu, puisque on nous apprend que, en fait, on nous dit rien, on dit juste, rappelez-vous ces 4
soi-disant terroriste, parce qu'encore une fois, le narratif de Vote avec les épisodes, enfin les événements à la fin des épisodes de Gen V. Mais on nous mentionne Marie Moreau et les 3 autres. Alors d'ailleurs, du coup, dans les 3 autres, il y a le personnage de Emma, de c'est celle qui peut Jordan qui change de genre. Bigenre et Champ de Force. Ouais. Et on nous montre du coup le personnage de André, joué par Chance Perdomo, qu'on ne va pas retrouver puisque l'acteur est décédé. Mais c'est ces 4 personnages-là, avec Marie, qui sont montrés comme étant dans un immense trou. Encore une fois. Dans un très gros trou. On sait qu'ils sont enfermés dans une sorte de laboratoire ou un truc comme ça. Donc il n'y a pas de... Oui, c'était la scène de fin de Gen V. C'était la scène de fin de et Gen V. Il me semble qu'on voit aussi Sam et... Cassie, Kate pardon, de Gen V qui sont on les voit pas là, on les voit pas. Il me semblait qu'on avait une vignette d'eux à un moment. Rien du tout, mais voilà, à la fin des épisodes de Gen V, ces 4 là, parce qu'ils ont essayé de défendre Godolphin, l'université, finalement narratif de Vote, on les a enfermés, c'était leur faute, machin. Et les personnes qui ont véritablement fait les massacres, Sam et Kate, c'est eux qui sont en mode les nouveaux héros de Godolphin University, les gardiens de Godolphin. Exactement. Et ce que je voulais dire du coup tout à l'heure à propos de c'est bon, j'ai enfin rattrapé la fin de Gen V, Kate n'a qu'un seul bras qui explose. Parce que Kate a des pouvoirs qui se transmettent par ses mains. Exactement. Donc si elle n'a plus de main, a priori, elle a plus de... Elle peut pas utiliser ses pouvoirs, mais pendant la baston, elle tend la main pour essayer de toucher Jordan, qui du coup a un début de relation avec Marie. Oui. Et Marie, par ses pouvoirs de sang similaires à ceux de Newman, par réflexe, explose un bras de Kate. Il lui reste sa main, il lui reste son bras droit en fait. Damit. Donc, j'ai hâte que ça revienne. Mon plot de... On peut peut-être retrouver Kate, je l'espère un peu avec Newman, genre Newman qui se sert de Kate. En plus, Kate, elle est super puissante parce qu'elle a un pouvoir de suggestion et de faire voir des choses aux gens et de leur faire des... Et un truc psychique parce que, voilà, encore un truc où j'étais contente d'avoir revu Gen V pour avoir ça bien frais en tête. Kate dans Gen V n'a que des pouvoirs de suggestion parce qu'elle prenait des cachets que l'a forcé à prendre la doyenne Shetty, qui atténuait en fait ses pouvoirs. Et à partir du moment où elle a arrêté de prendre ses cachets, ça a l'air d'aller beaucoup plus loin, ça a l'air d'être dans des trucs psychiques en plus. Oui, elle peut elle les plonge dans des hallucinations, c'est un truc hypnotique, mais aussi quand elle dit c'est un peu comme le méchant dans Jessica Jones là, quand elle dit à quelqu'un de faire un truc, la personne le fait. Et son trauma, c'est qu'elle avait dit à son petit frère de 6 ans, barre-toi, reviens jamais. Et en fait, il était vraiment parti. Et on l'a jamais retrouvé. Et voilà. Donc, ce qui fait que sa mère lui en veut un peu. Bon. Mais du coup, confirmation, Kate, il lui reste un bras. Elle peut toujours utiliser ses pouvoirs. Et we are so back. Comme on a ce micro-truc plutôt au début de l'épisode, là, de cet épisode 4 de The Boys, avec le rappel de les personnages de Gen V existent, ils sont là quelque part. Moi j'espère secrètement qu'on va aussi nous ramener alors Sam. Je pense qu'en fin de saison on va avoir au moins un perso de Gen V qui va intervenir, pas juste en clin d'œil, mais qui va vraiment rejoindre l'intrigue. Je sais pas, je penche pour Sam et Kate parce que du coup eux ils sont ils ont été récupérés par Vote en fait, tout simplement. Donc il y a moyen que Vote les ressorte du placard. Et je pense, on est d'accord que Stan Edgar, qui est joué par du coup Giancarlo Esposito, il est en prison. Il est pas mort. Pour moi, il est pas mort, il est en prison. Ok. Il est deep en prison. Il peut aussi y revenir, tu vois. Je suis là, cet arc, je sais que c'est Newman qui l'a fait tomber, tu vois, qui l'a trahi. Mais je trouve qu'il a un peu disparu vite. Et en plus, Homelander, il est dans ce délire de figure paternelle et tout. Je suis là, est-ce qu'il va revenir? Et ça pourrait avoir un lien avec, du coup, relié avec Gen V, voilà. Avec Newman. Je m'interroge. Avec Newman, bien sûr, avec Singer. Tout cet aspect politique, comme on en parle, il n'est pas encore méga développé, il est un peu en sous-texte, mais on y arrive tranquillement. Ça va devenir un enjeu. Je trouve que tu dis Sam, moi je suis vraiment focus sur le personnage de Kate. On est dans cette saison 4 entre Sage, Firecracker et là ce qu'on a appris sur Homelander, on est dans un truc de manipulation. Oui. C'est le thème sous-jacent de manipulation de l'opinion, de manipulation des émotions, de manipulation de la vérité. Et de manipulation littérale parfois de l'esprit des gens ou de leur corps, parce qu'on a aussi des gens à qui on donne du compound V sans leur consentement, etc. Donc, ramener Kate, ça serait parfaitement logique en fait. Donc dans mes attentes, Kate qui fait voir des trucs à Homelander et tout. Ah là là. Peut-être qu'elle pourrait le guérir, tu sais. Peut-être qu'elle pourrait lui faire tout un visuel où en fait il est aimé et tout, et ça réparerait. Aucune idée, mais je trouve qu'il y a un potentiel autour de ce perso et j'ai un peu
Ouais, c'est parmi mes grosses attentes de la suite de la saison 4. Je suis là, genre, vous avez pas fait Gen V pour rien. Oui. Vous lui avez bien exposé qu'un seul bras sur 2. On sait qu'elle peut toujours utiliser ses pouvoirs. Et on sait qu'elle fait partie des plus puissantes, quoi. Elle a vraiment, dans Gen V, surtout une fois oui. qu'elle a toute la puissance de ses pouvoirs parce qu'elle prend plus les cachets, elle est quasi invulnérable, quoi. C'est vraiment une super héroïne avec laquelle compter. Donc c'est vrai que j'espère la revoir bientôt. Et puis la comédienne est super. Mais tout le monde se joue bien dans Gen V, je trouve. Ça, tout le monde s'en sort bien. Ouais, mais encore une fois, du coup, c'était vraiment pour moi le clin d'œil de bon, si vous aviez pas vu Gen V en lançant la saison 4, It's Time, que du coup j'ai revu et qui est vraiment très très bien et le cast est bien et c'est pas trop gnangnan super-héros d'université. Oui, j'avais peur rassurer ado un peu parce que j'aime pas trop les séries ado, jeune adulte. Je suis là, bon, moi j'ai mon bac il y a longtemps, au bout d'un moment, je m'identifie moins aux histoires j'ai un crush sur mon voisin de Tortoise. Non, il y a un peu ça, mais ça fait les crushs et tout, j'aimais bien, tu vois. Oui. J'aimais bien les relations amoureuses dans Gen V. J'étais là, non, j'y crois. Ça se développe tranquillement. Ça marche à faire le contraste entre ce que pourrait être la vie de super-héros et finalement ce que c'est. Et un dernier point, c'est que en micro-scène post-générique de dernier épisode de Gen V, il y avait Butcher qui venait à Godolkin, il passait en fait dans les couloirs de The Woods, donc qui était le laboratoire sous l'université où ils ont fait des expérimentations sur Sam, et Kate était au courant, elle était dans le truc machin. On a Butcher qui est au courant de ses bails avec The Woods. Ok. Et oui. Alright. Il est juste là en mode il arrive et il dit how he can't, enfin il dit juste une punchline, un butcherisme, mais là, il y a vraiment un truc de on va ramener Gen V. Il y avait le clin d'œil Butcher à la fin de Gen V. Là, maintenant, on reconnecte les ponts. Donc, si vous n'avez pas vu Gen V, là, l'épisode vous a dit allez voir Gen V avant la suite. Je croise des doigts du coup qu'on retrouve Kate ou les bails du virus dont on a parlé la dernière fois. Oui, parce que un des plot points de Gen V, c'est qu'ils essayent de développer. Il y avait une femme anti-super-héros puisque toute sa famille avait été tuée dans le fameux avion que Homelander n'avait pas du tout empêché de s'écraser. Ils essayent de développer un virus qui peut annuler les pouvoirs ou tuer les super-héros. C'est juste pour tuer les super-héros. Je sais pas pourquoi tu te mets en tête que le virus sert à annuler les pouvoirs. Je sais pas. C'est vraiment un virus à la base qui devait les rendre malades. C'est vrai, ils vomissent du sang et tout. Et plus ça va, plus Shetty elle demande genre non mais tu peux rendre ça, tu peux charger la dose pour que ce soit vraiment très violent. Ok, maintenant tu me le rends contagieux. Ok, c'est contagieux. Maintenant tu me le rends contagieux par l'air, s'il te plaît. Le seul truc est de faire mais c'est pas du tout un truc pour annuler les pouvoirs. C'est vraiment juste un truc pour rendre à la base les rendre malades et finalement que ce soit une maladie. C'est le jeu Plague Inc quoi. C'est vraiment Pandémie. C'est vraiment dans Godolkin, ils ont joué à Plague Inc, ils ont créé ce virus qu'on sait maintenant être entre les mains de Newman. Donc oui, parce que comme dit Petit Pois Vert sur le chat, Butcher en a parlé à Newman dans cette saison. Donc on a toujours cet arc qui est là sous-jacent et qui va finir par repopper parce qu'on peut pas avoir un virus en fait, il est pas assez puissant pour tuer Homelander, mais ça veut pas dire qu'il est pas assez puissant pour par exemple tuer The Deep, tu vois, ou A-Train qui sont moins solides que Homelander. Donc à voir quand est-ce qu'il va faire son apparition. On a fait le tour ? On a fait le tour. Je crois bien. Merci Luma, encore une fois, d'avoir été là pour parler de The Boys. On revient la semaine prochaine, samedi prochain. Alors, on verra l'heure parce que du coup, il y a manif et tout. Mais bon, a priori, on revient samedi prochain pour vous débriefer The Boys, épisode 5 de la saison 4, épisode de mi-saison. Tu n'as toujours pas de promo à faire, de contenu à pousser. Front Populaire. Votez Front Populaire, bien évidemment, le 30 juin et le 7 juillet. Moi, je vous donne rendez-vous immédiatement sur Patreon pour le replay podcast et vidéo. Et mardi soir, bien sûr, pour le débrief de House of the Dragon. Épisode 2, j'ai tellement hâte. Lundi, c'est le récap rigolo de House of the Dragon sur mon Patreon, là encore. Et demain, à 15h, attendez, je vais vous mettre le lien dans le chat. Comment je fais déjà ? Shout-out, c'est ça ? Oui. Je vous donne rendez-vous chez Sam Genin, j'espère que ça se prononce comme ça. À 15h, on va faire un JDR, un actual play sur Twitch avec Nodus, Maya Mazorette, Eto et moi. Ça s'appelle, je l'ai noté, Des monstres dans la brume. C'est un peu inspiré de Stephen King. Et je joue un perso un peu Florence Aubenas, tu vois, une journaliste infiltrée connue pour ses reportages qui dénoncent. Et on va... Ok, Elise Lucet. Un peu, ouais. Et on va s'enfoncer dans une brume chargée de monstres avec Nodus qui joue un passionné de tectonique. Voilà, c'est demain à 15h chez Sam Genin. Je vous fais des bisous. Je vous donne rendez-vous
sur Patreon. Merci encore Luma d'avoir été là. Merci Mimi. Prenez soin de vous et votez Front Populaire. Ciao.